Reynald, Oui. je tiens à vous prévenir, vous allez un peu chargé ce soir, parce qu'on a, Comme d'hab. on a pas mal de documents accablants, mais d'hab. on a quand même un document rare, parce que, mais attendez, Laurent Lachan, je voulais la surprise. Vous avez passé par Naples. Il y a très peu de documents quand même, parce que vous êtes passé comme ça, vous n'avez quasiment pas joué. Et donc, on a réussi à trouver une photo d'Reynald Pedro sous le maillot de Naples. Donc, alors voilà, on va la voir, Laurent Lachan. Vous aviez trouvé un coiffeur napolitain, d'ailleurs, qui s'est occupé de vous. Oh, c'est même pire que ça. Ouais. Expliquez-nous, parce que... Là, c'était la bonne période. L'équipe de France, parce que c'est le maillot bleu ciel, c'est un maillot bleu aussi, mais j'imagine quand on arrive à Naples, c'est particulier. Vous avez peu joué, mais vous avez beaucoup d'anecdotes, non? Alors, j'étais à Parme. Et en fait, c'était la saison avant la Coupe du Monde. Et donc, à Parme, c'était Carlo Ancelotti, il y avait Daniel qui était là. Et c'était Ancelotti qui était l'entraîneur. Et Aimé avait dit, ceux qui ne jouent pas dans leur club... Le 1er janvier 98, ouais. Et il avait dit, bon... Et moi, à ce moment-là, à Parme, il y avait énormément de joueurs, c'était le turnover. Et j'avais envie de jouer, quoi. Et tu faisais un match sur deux. Ouais. Et Carlo m'avait dit, écoute Reynald, si tu veux partir... Carlo Ancelotti, qui était à Parme. Il m'avait dit, si tu veux partir, être prêté pour jouer régulièrement pour la Coupe du Monde, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Et j'ai eu cette opportunité de Naples. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait Fabio Cannavaro qui était là. Et bon, j'avais signé et j'allais partir. Il me dit, écoute Reynald, surtout à Naples, parce que lui est napolitain, surtout à Naples, porte ta montre à droite. Bon, moi, je dis ok, d'accord, pourquoi? Il me dit, et surtout quand quelqu'un te tape dans le rétro, n'ouvre pas la fenêtre pour remettre le rétro. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que il y a le premier scooter qui passe pour t'enlever le rétro, et le deuxième, il passe, il prend ta montre. je dis d'accord, je sais où je vais là. Ouais. Et donc, je suis arrivé à Naples, à l'hôtel, déjà pour aller au centre d'entraînement, j'allais en taxi, c'est arrivé devant une porte blindée, il y avait un seul terrain, et là, il y a l'équipe qui tourne. Arrivé, moi j'arrive sur le terrain et je vois William Prunier qui était là, qui avait déjà signé. Et il m'a dit, et il me voit, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je viens de signer. Il me dit, dans quelle galère tu es? Ah ouais, c'est sympa comme accueil, vous êtes dit. Je dis, oulala, où je suis tombé. Et donc je suis resté 2 mois. On a changé 2 fois d'entraîneur. Chaque entraîneur avait amené 5 joueurs à lui. Oh, c'était l'enfer, Et du coup, après, je suis reparti. Et j'avais prêté, j'avais une voiture. Et j'ai dit à William, moi, je prends pas ma voiture. Je sais pas comment aller à l'entraînement. Conduire dans Naples, c'est compliqué. J'irai en taxi. Il me dit, donne-moi ta voiture. Moi, je suis à l'hôtel. Ma femme prend ta voiture. Comme ça, je suis tranquille. Je lui donne ma voiture. Le lendemain matin, il vient moi. Il me dit, écoute, Reynald, ta voiture, on me l'a volée. Moi, je me suis mis à quelque chose, mais Reynald, lui, a la même coupe depuis 25 ans. Donc, c'est ça. Bon, alors, je voudrais qu'on parle des entraîneurs, justement. Et, parmi ceux qui ont marqué l'histoire du foot, il y en a un qui a marqué, et à la fois par son génie, mais aussi par son côté perché. Vous l'avez très bien connu, Reynald, c'est Jean-Claude Ciodo, bien sûr. Je vous propose une courte interview. Il est avec Didier Roustan. Figurez-vous qu'il n'avait pas envie d'être entraîneur au départ. Les faire peintre. Mais à ce moment-là, c'était peindre en bâtiment. Mais la déco m'intéresse beaucoup. Et j'ai fini électricien. Oui, c'est vrai. J'ai mon CAP d'électricien. Et que je me suis jamais servi. Il voulait faire peintre en bâtiment, il a fini avec un CAP d'électricien et il a terminé entraîneur de génie. Il était, quand on l'interviewait à l'époque, on avait le sentiment qu'il était ailleurs. Est-ce que c'était pareil quand on le fréquentait? Ou est-ce que vous compreniez tout ce qu'il disait? Il jouait un espèce de jeu avec les journalistes. Il aimait bien aller leur faire comprendre qu'ils n'étaient pas fouteux, quoi, tout simplement. Pas crédible pour parler avec lui. Ouais, la plupart du temps, je pense que c'était un peu ça. Après, avec nous, c'était un peu différent. Il nous parlait toujours du jeu. Il nous parlait très rarement à titre individuel. Voilà, c'était toujours par rapport au jeu, par rapport au collectif. Et c'est vrai que quand il nous appelait dans son bureau, quand il nous disait rendez-vous tout à l'heure dans mon bureau, on avait quelques sueurs. On disait, oh là là, ça va durer combien de temps? De quoi il va nous parler? C'était pas forcément pour nous engueuler par rapport à des choses qui se sont passées. C'était pour nous faire comprendre qu'on était rien par rapport au collectif. Et que lui, ce qui l'intéressait, c'était que tout ce qu'on devait faire, c'était justement pour ce collectif. Et il expérimentait quand même des méthodes révolutionnaires pour l'époque. On a une petite séquence de jeu, regardez, d'entraînement, où vous jouez à chat. C'est pas une cour de récréation, c'est une séance d'entraînement. Mais il y avait plein de choses. Il y avait plein de choses. Pas de ballon, hein, il y avait plein de choses comme ça. Il y avait aussi. Il y avait du jeu sans ballon. Il y avait beaucoup de jeux sans ballon. Alors le jeu sans ballon, on faisait ça pour s'échauffer, c'est-à-dire qu'ils nous mettaient par exemple 8 contre 8 ou 9 contre 9.
la ligne, c'était pour marquer. On devait passer pour marquer un but. Et en fait, le ballon, c'était nous. Et on devait s'interpeller sans être touché. Donc ça voulait dire plein de choses. Ça voulait dire qu'il fallait s'informer avant. Ça voulait dire que dès la perte, il fallait regarder où on Patrice trouvait. Garande là qu'on voit, il me semble. Voilà. Et là où ils sont, on était dans la fosse. C'est un jeu où le ballon ne sort jamais, où tu es toujours en alerte, où dès que tu frappes à côté du but, là on va le voir peut-être le but là. Dès que le ballon tape à côté, le ballon est toujours en jeu, donc il fallait absolument que tu sois en alerte. On faisait plein de choses à l'intérieur, et c'est vrai qu'après, on retrouvait ça en match, on retrouve ça, voilà. Et c'était surtout par rapport au collectif. C'était un pionnier, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, la tactique, ça se faisait pas en France. Aucun entraîneur, et en plus sur l'aspect offensif, on l'a souvent dit, c'est plus difficile de préparer quelque chose sur le plan offensif. C'est plus facile de travailler défensivement. Et Ciodo avait ça. En revanche, il avait un caractère assez colérique, même vis-à-vis des adversaires. Vous me disiez même que, à un moment donné... Oui, une fois, moi, j'étais tout surpris parce que j'étais tout jeune joueur et c'était à Marcel Soppel, l'ancien stade, où Ayash me marquait et j'étais devant lui, je jouais ailier droit. Et à un moment donné, il se lève et il fait « Mais tu vas me le casser, ce merdeux !» Comme ça, à 2 mètres de moi. Et je le regarde comme ça, j'étais surpris qu'un entraîneur s'adresse à son joueur comme ça. Oui, moi j'étais curieux de savoir comment il faisait l'entraînement. Je savais que c'était presque à l'opposé de ce qu'on faisait nous. Et c'est au moment où Auxerre a à peu près rejoint Nantes dans les premières places. Et j'étais tellement... Un jour, j'ai fait de l'espionnage. On a fait un Auxerre-Nantes à Limoges. Et j'ai su qu'il faisait une conférence aux éducateurs après. Je ne suis pas reparti avec le quart d'Auxerre. Vous êtes déguisé avec une perruque blonde? Je suis allé me cacher au fond de la salle avec un carnet et j'ai noté sa conférence où, tellement passionné, il a vraiment expliqué plein d'exercices. Par exemple, au lieu de faire les taureaux, même les Brésiliens et tout, il y a 7, 8, 10 joueurs, toc, 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 puis il y en a un qui dort au milieu. Un qui court au milieu, qui essaie de récupérer la balle. Lui, il a expliqué ce jour-là que c'était 13 mètres au carré, 5 joueurs et 2 au milieu tenant une chasuble. Et j'ai fait ça tout le reste de ma carrière parce que c'est le taureau le plus efficace. Ça, c'est une révélation. Giroud a fait de l'espionnage industriel sur Jean-Claude Ciodo. Il a pompé des exercices au FC Nantes. Je voudrais qu'on continue rapidement avec vous, Rénal, parce que vous avez connu, ça c'était l'école nantaise, Ciodo. Un autre entraîneur à Nantes, Blažević, qui pour le coup était une pièce rapportée. Alors, il faisait aussi des exercices bizarres. C'était la folie. Par exemple, regardez l'exercice de la roulade. Alors, c'est lui, il est vraiment il est en survêt. Au milieu, il participe à tous les exercices. Et donc là, le joueur doit faire une roulade et tenter une tête plongeante. Bon, c'est pas toujours réussi. C'est ça. Voilà. Il était quand même étrange, ce Blažević. Il a fait une grosse carrière, 3e quand même, Coupe du Monde de 98. Entraîneur il était comment, de l'équipe nationale. Il était à l'opposé de ce qu'on avait connu. Je pense qu'il voulait peut-être une cassure avec ça. Moi, la première fois que je l'ai vu, on est arrivé à l'entraînement. En fait, on allait arriver sur le terrain. Et entre les 2 poteaux qui tenaient les filets pour pas que les ballons sortent en fait, du terrain, il avait étendu un fil, il avait mis son linge à sécher. Et il était torse nu, en shorts, sans chaussettes. On s'est dit, mais qui c'est cet entraîneur quoi, qu'est-ce qu'il fait quoi. Et les séances étaient... mais ça n'avait rien à voir. Il était beaucoup sur la motivation. Voilà. C'était quelqu'un qui savait... Tu marquais la tête, là, il te disait, tu es le meilleur du monde. Tu es le joueur, tu es le meilleur du monde. Bon, après, tu étais remplaçant ou tu allais jouer... Mais c'était la folie. Il nous faisait des séquences. Le matin du match où tous les joueurs devaient toucher le ballon, sinon on ne rentrait pas. Alors, il fallait s'appliquer. Hop, non, toi, tu touches pas le ballon. Hop, on repart. C'était hyper atypique. Mais c'était quelqu'un qui était dans l'émotion, qui était... Voilà, quoi. Mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait connu. Miroslav Blažević, passé très peu de temps au Les survêtements étaient magnifiques aussi. Oui, très beau survêt. Mais il y a sur ce plateau des joueurs qui jouent un jeu physique en dépit d'un physique plutôt frêle. Je pense à Rénal Pedros, par exemple. Vous allez voir, ce document, c'est un match entre Nantes et Bordeaux. Christophe Dugarry face à Rénal Pedros. Regardez quand même, Rénal Pedros, le coup d'épaule. Dugarry termine à la boule, carrément. Il sort du cadre. Contre-attaque, et il avait de la caisse, Rénal, puisque Jafet Ndora a le ballon. Il va aller proposer par le petit, quelque chose, Rénal, et alors, le caviar. Non, mais à la prune. Dans la rue. Non, pas là. Rénal. Mutuel. Bon, déjà, très sincèrement, il y a énormément de réussite parce que pour la mettre là, c'est William là. William Prunier. Prunier.
Juste, quand même, pour être juste, Bien sûr. la revanche de Christophe Dugarry quelques minutes plus tard. On parle d'un joueur technique. Voilà. Grand et technique, Magnifique, c'était aussi à l'époque. extraordinaire. Voilà. Non, mais c'est vrai que moi, à l'époque, on parlait d'avoir la caisse ou pas. Moi, j'avais eu une discussion avec Jean-Claude Suodo. Et il m'avait dit, voilà, on a un doute sur toi, sur tes capacités physiques, à pouvoir finir un match, à progresser. Est-ce que c'est pas mieux qu'on te prête? Parce que, voilà. Et à cette époque-là, c'était très, très peu de temps avant qu'on joue tous, en fait, en équipe première. Et moi, je lui avais dit non, moi, je veux réussir à Nantes et je réussirai à Nantes. Mais il y avait déjà, moi, je fais 1m72, donc je n'étais pas un gros gabarit. Il y avait déjà ce doute-là de se dire, est-ce qu'il est capable de répéter les efforts? Parce que j'avais un jeu plutôt plus technique que physique, donc répéter les efforts sans arrêt, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai que cette question-là se posait. Moi, j'étais persuadé que je pouvais le faire. Eux en doutaient un petit peu. Après, c'est avéré que, voilà, par différentes situations, j'étais amené à Il avait la jouer. classe, comme Reynal Pedros, qui était, vous voyez, ce garçon charmant, moderne, aujourd'hui, qui se présente pour sa première télévision. Regardez, court extrait, mais extrait intéressant. Reynal Pedros, 20 ans, j'ai fait une dizaine de matchs en première division. Reynald, c'est avec le front dégagé. Non, vous étiez pas mal, franchement. Et comme Deschamps, t'as pas trop changé. Tout petit. J'étais tout petit. Mais alors, vous étiez tout jeune. Et alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que lorsqu'il était habillé par le FC Nantes, Reynald, c'était quand même pas mal. On va voir quelques images de lui. Voilà, bon, il est un petit peu agité du genou, quand même, du genou droit. Voilà, il est avec les petits jeunes. On reconnaît Nicolas Wedek notamment. En revanche, quand dans la vraie vie, lorsque Reynald décide de s'habiller tout seul, là quand même, on se pose de vraies questions. Voilà, donc voilà. Bermuda, chemisette et une espèce de banane. Alors vous avez une super bagnole Ah, également. c'est pas la mienne, ça. Non, vous n'avez pas le permis. David Marot. Ah, c'est David Marot, d'accord. au-dessus, moi. Il avait le GTI, lui. Non, mais c'était une GTI, ça. Et t'as pas vu, il s'entraînait avec la montre aussi. Ouais, tout le temps, ouais. Bah, depuis, c'était avant Naples. Tout le temps, j'avais la montre. Ouais. Vous avez des. Bah, c'était à quelle époque, ça? J'avais quel âge? J'avais 20 ans. Bah ouais. Tu l'as dit tout à Quand l'heure. tu vois les voitures sur le parking, Bon. Regarde la voiture rouge derrière. l'auto Bianchi. Le plus gros tag de l'histoire, c'est certainement celui de Canto, quand même, sur Derzakarian. Ouais, il y avait un spécialiste aussi, ouais, Regardez. celui-là, mais il y avait aussi Didier Sénac aussi. Didier Sénac qui était, On vient de le voir, Zini. qui était aussi un spécialiste. À la commission de discipline, Ouais. Canto déclare Ouais. Derzakarian, c'est mon meilleur copain, on était à l'école ensemble, on se taquine. On se taquine. Bon, on va se quitter, hélas, dans quelques secondes, juste pour vous montrer que la violence pouvait exister également en interne contre son entraîneur, Reynald. Vous allez conclure. Le Havre-Nantes, racontez-nous, qu'est-ce qu'ils vous disent là? Qu'est-ce que t'es mal, Parce que voilà, vous sortez, et là, voilà, c'est le Reynald de l'époque. Non. Vous dites quoi? Vous dites, plus jamais ça. Je vous fais le tir. Quel con. Plus jamais tu me fais sortir au milieu d'un match. Vous parlez à Georgiou et à Jean-Claude Suodo. Qu'est-ce que tu lui dis? C'était le taulier à la Nantes à l'époque. Reynald. Plus jamais de l'eau sur le bord du terrain. Vous étiez une tête de mule, hein. Non, mais j'ai honte, là. C'est J'ai vrai honte parce que voilà, je dois pas réagir comme ça. raté? Non, mais c'était à. Ouais. Ouais, il y avait un match de Coupe d'Europe qui arrivait, et c'était la deuxième fois que je sortais en deuxième mi-temps, et je comprenais pas en fait. Et c'est vrai que comme j'étais quelqu'un d'assez impulsif, j'ai réagi bêtement comme ça. Après, j'ai eu une discussion avec lui le lendemain, et il m'a dit, tu sais, moi, quand tu sors comme ça et que tu gueules, il dit, je t'entends, je t'écoute même pas. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont sur le terrain, c'est même plus toi. Il a raison. Voilà, alors c'est stupide, c'est voilà, mais. Ce qui compte, c'est que c'est ce que vous êtes devenu, cet être délicieux et magnifique. Ouais. Merci, Reynald. Merci pour la France, merci pour ce beau défi.